Bonjour et bienvenue. On se pose souvent la question, vous savez, est-ce que les mots qu'on utilise, ce sont juste des outils pour décrire le monde, ou est-ce qu'ils le façonnent en fait activement? C'est une question essentielle. Comment notre langage au quotidien influence notre perception, nos jugements et même nos émotions? Est-ce qu'on est vraiment aux commandes de nos pensées ou est-ce qu'on est un peu piloté par la structure même de notre langue? C'est une interrogation, oui, vertigineuse, qui nous amène directement au cœur de la sémantique générale. Aujourd'hui, on va justement explorer un peu ce système de pensée, celui d'Alfred Korzybski. Ah oui, Korzybski. Et pour ça, on va s'appuyer sur un résumé assez détaillé de l'introduction à la sémantique générale de Korzybski par H. Bula de Villaret. Alors Korzybski, pour situer, né en Pologne en 1879, c'était un ingénieur. Et son expérience pendant la Première Guerre mondiale a été assez déterminante. D'accord. Il a ensuite formalisé tout ça dans son grand livre, Science and Sanity, publié en 1933. La sémantique générale donc. Ce n'est pas juste étudier le sens des mots. Non, c'est plus large. Ah non, c'est bien plus ambitieux. Korzybski lui-même, il parlait de théorie générale d'évaluation non élémentaliste, carrément un système non aristotélicien. Non aristotélicien. D'accord. Notre but ici, c'est de voir comment, pour lui, une meilleure compréhension de ces mécanismes, entre langage et pensée, peut nous aider à, disons, naviguer plus sereinement. Moins de malentendus peut-être. Oui. Réduire les malentendus, améliorer notre équilibre intérieur, sa fameuse sanity, et puis, mieux s'adapter à ce monde qui est quand même... Plutôt complexe, oui. Voilà. L'idée forte, c'est un peu d'entraîner notre cerveau, notre système nerveux, à penser avec une certaine rigueur. Une rigueur inspirée des maths, mais pour nos vies de tous les jours. Intéressant comme programme. Alors, par où on commence? Cette fameuse métaphore, une carte n'est pas le territoire. Ça semble central, non? C'est le pilier, le fondement même de tout le système. Imaginez, le langage, nos mots, nos idées, nos théories, c'est la carte routière. D'accord. Et la réalité, le monde extérieur, ce qui se passe vraiment, ça, c'est le territoire. Donc la carte, elle n'est qu'une représentation, un modèle symbolique. Elle n'est jamais la réalité elle-même. Ce qui est une rupture, vous disiez, avec l'approche plus classique, aristotélicienne. Exactement, une rupture radicale avec cette idée que le langage serait un miroir plus ou moins fidèle du réel. Et si le langage est une carte, une carte, ça ne montre jamais tout. Elle est limitée par définition. Précisément. Et c'est là que ça devient puissant. D'abord, comme vous dites, une carte ne représente pas tout le territoire. Le langage, il simplifie, il oublie des détails, il sélectionne. C'est sa fonction même. Hmm. Ensuite, un mot n'est pas ce qu'il représente. Le mot chat, par exemple, il ne griffe pas, il ne ronronne pas, il y a un écart, un fossé entre le symbole et la chose. Logique. Et enfin, un mot ne représente pas tous les faits liés à cette chose. Le mot chat ne dit rien sur sa couleur, son âge, son humeur du moment. Rien de tout ça. Et ça, quand on y gonce, c'est presque libérateur. Si on accepte que nos cartes, nos mots sont toujours incomplètes et en plus différentes pour chacun, ça pourrait calmer pas mal de débats stériles, non? Tout à fait. Au lieu de se battre pour savoir quelle carte est le territoire, Hmm. on pourrait plutôt comparer nos cartes. Essayer de comprendre pourquoi elles sont différentes. Exactement. Ça demande une certaine vigilance donc face au langage courant. Les mots flottent, leur sens varie, ce n'est pas la précision des maths. Ça nous invite à remettre en question nos propres habitudes de symbolisation. D'accord. Et cette prise de conscience de nos représentations, ça nous mène où ensuite? Vous parliez du rôle de l'observateur. Oui, c'est l'autre pilier incontournable chez Korzybski. Historiquement, cette relation observateur-observé, elle a évolué. On est passé d'une vision grecque centrée sur l'observateur, puis classique sur l'objet, pour arriver à l'ère moderne scientifique, avec Einstein, Korzybski. Où on considère que ce qu'on observe est une sorte de produit des deux. Une co-création, oui. Ce qu'on perçoit, ce qu'on sait, c'est toujours le résultat d'une interaction entre celui qui observe et ce qui est observé. Et c'est là qu'arrive ce concept un peu technique, le non-élémentalisme. L'idée de ne pas tout couper en morceaux. C'est exactement ça. Korzybski lutte contre ces séparations que notre langage nous pousse à faire. Le corps d'un côté, l'esprit de l'autre, la pensée ici, l'émotion là, l'individu séparé de son environnement, alors que tout est lié. Pour lui, oui, l'être humain est une totalité, indivisible, psychosomatique, en interaction constante avec son milieu.
Et notre perception elle-même, ce n'est pas une fenêtre transparente sur le réel, c'est une abstraction. Une abstraction, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'elle est filtrée, construite par notre système nerveux. Notre cerveau sélectionne, organise les informations qui viennent du territoire. Il ne prend pas tout. C'est le coup de l'arbre qui tombe dans la forêt, s'il n'y a personne, est-ce qu'il fait du bruit? Voilà, c'est l'exemple classique. Physiquement, il y a des ondes, des vibrations dans l'air, bien sûr. Mais le bruit, l'expérience sonore, ça n'existe que s'il y a une oreille, un système nerveux pour traiter ces vibrations. Donc, sans récepteur, pas de son entendu, c'est ça. Et Korzybski va plus loin. Il dit qu'il y a potentiellement autant de mondes perçus qu'il y a de types de systèmes nerveux. Le monde d'une mouche n'est pas notre monde. Leurs appareils sensoriels sont différents, leur réalité aussi. Notre réalité est conditionnée par notre biologie. Et même notre propre biologie peut nous tromper. Les illusions d'optique, par exemple, ce ventilateur qui tourne vite et qu'on voit comme un disque. Ou ces lignes conjurent de longueurs différentes alors qu'elles sont identiques. Oui. Ces illusions, elles sont précieuses. Elles montrent bien que notre système nerveux interprète. Et parfois, il se trompe. Ça remet en cause notre manie d'attribuer des qualités fixes aux choses. Dire « la rose est rouge Vision classique, aristotélicienne. » Oui. Alors qu'une approche non raïstique, consciente de l'observateur, dirait plutôt « cette rose m'apparaît rouge » ou « on est d'accord pour appeler cette couleur rouge ». La différence est énorme, on réintègre l'observateur. D'accord. C'est un sacré changement de perspective. Et pour nous aider à visualiser ce processus, de l'événement brut jusqu'à nos idées les plus abstraites, Korzybski a créé un modèle, c'est ça? Le différentiel structurel. Oui, c'est un outil pédagogique, un schéma pour visualiser les étapes de l'abstraction. Imaginez des niveaux superposés. Tout en bas, à la source, il y a le niveau de l'événement. C'est le monde en action, le processus dynamique infiniment complexe, subatomique même, qui se déroule tout le temps. Mais on n'y a pas accès directement. Non, pas dans sa totalité. C'est le territoire ultime inaccessible. Juste au-dessus, il y a le niveau de l'objet. C'est ce que notre système nerveux capte, extrait de l'événement. C'est notre perception sensorielle directe, avant les mots. Une expérience silencieuse, non verbale. Voilà, riche mais silencieuse. Et c'est déjà une première abstraction, parce que nos sens ne captent qu'une partie infime de l'événement. Et c'est seulement après que les mots arrivent. Exactement. Le niveau verbal. Et là, il y a plusieurs couches. D'abord, les étiquettes descriptives. Chien, aboie, marron. Puis, les descriptions plus élaborées. Le chien marron aboie fort. Ensuite, on interprète. Oui, on passe aux inférences. Il doit être en colère. Au jugement. C'est un chien méchant. Et enfin, aux théories générales. Les chiens de cette race sont agressifs. Chaque étape verbale est une nouvelle abstraction. On sélectionne, on généralise, on s'éloigne toujours plus de l'événement initial. D'où l'importance capitale de ce qu'il appelle la conscience d'abstraire. Reconnaître qu'on ne voit jamais tout, qu'on ne dit jamais tout, et que nos choix sont Influencés par notre histoire, nos buts, nos émotions. C'est fondamental. Et il y a un ordre sain d'évaluation à respecter selon lui. Partir de l'observation, événement, objet, description, avant de grimper vers l'interprétation. Inférence, jugement, théorie. Le danger, c'est d'inverser, de réagir aux mots avant d'avoir regardé. C'est le piège principal. Réagir à l'étiquette, au jugement, avant d'observer l'effet spécifique. C'est là qu'on prend la carte pour le territoire. Comme quand on réagit au quart de tour à des mots comme liberté, sécurité, réfugié, sans regarder ce qu'il y a derrière, dans la situation précise. C'est une parfaite illustration de la réaction signal. On court-circuite l'observation, l'évaluation critique, on répond direct au symbole. Et pour nous aider à éviter ça, justement, il propose des outils non aristotéliciens. Ah, la fameuse boîte à outils. Parlons-en. Il n'aimait pas beaucoup le verbe « être », semble-t-il. Pourquoi ? Parce que certains usages de « être » sont de vraies machines à confondre les niveaux d'abstraction. Il en pointe surtout deux. D'abord, l'aide d'identité. Par exemple, Georges est un ouvrier. Ça colle une étiquette, ouvrier, une abstraction, sur une personne complexe, changeante, Georges, alors qu'il faudrait dire « Georges travaille comme ouvrier » ou « On peut classer Georges parmi les ouvriers ». Ça ouvre la perspective. Georges n'est pas réduit à ça. Il est aussi un père, un voisin, un passionné de pêche, etc. D'accord, je vois. Et l'autre usage ? C'est l'aide d'attribution.
Ce gâteau est bon. Là, on projette notre jugement subjectif, bon, sur l'objet, comme si c'était une qualité du gâteau lui-même. Alors qu'il faudrait dire « je trouve ce gâteau bon » ou « ce gâteau me plaît ». Exactement. Ces usages de être figent la réalité. Ils encouragent les généralisations abusives. On prend nos jugements pour des faits. Un autre outil clé, c'est la réaction différée. Qu'est-ce que c'est plus précisément? Juste prendre son temps. C'est plus que ça. C'est introduire consciemment une pause, un temps d'arrêt entre le stimulus, un mot, un événement et notre réaction. Se donner le temps de voir de quoi il s'agit avant de répondre. Une sorte de mise sur pause mentale. Oui. L'idée, au niveau neuro, c'est de laisser le temps au cortex préfrontal, le siège de la réflexion, de moduler les réponses plus automatiques, plus émotionnelles du système limbique. Et le bénéfice, ce serait d'éviter les réactions à chaud, basées sur des préjugés, de permettre une évaluation plus juste, et vous parliez même d'un impact sur la santé. Oui, il parle de réaction sémantique. La signification qu'on donne à un événement ou à un mot déclenche des réactions dans tout notre corps. Hormones, muscles, nerfs. Une mauvaise évaluation, une réaction disproportionnée, ça peut nous rendre malades à la longue. Donc, la réaction différée, c'est pour des réactions sémantiques plus saines. Voilà, plus ajusté. Pratiquer le silence intérieur, observer sans juger tout de suite, ça fait partie de cet entraînement. Ça semble très utile pour gérer l'anxiété, certaines peurs. De la peur secondaire. Celle-ci, c'est souvent une peur de la peur, une angoisse basée sur des scénarios, des généralisations. Souvent disproportionné. Oui. Et la réaction différée aide à analyser cette peur secondaire, à la confronter aux faits présents et, idéalement, à la désamorcer. Très clair. Passons à un autre concept, l'orientation extensionnelle. Le mot est un peu... Un peu rébarbatif, oui. Mais le principe est simple. S'entraîner à regarder d'abord ce qui est unique, spécifique, les différences, avant de chercher les points communs ou de ranger dans une catégorie, les similitudes. C'est l'inverse de notre réflexe habituel de généraliser. Ah, encore un politique corrompu, tous les jeunes sont, etc. C'est ça. Aller du spécifique au général et non l'inverse. Et pour nous y aider, il propose des outils très concrets, des sortes de pense-bêtes mentaux. Les fameux indices et l'etc. Exactement. Les indices numériques. Politique 1 n'est pas politique 2, même s'ils appartiennent au même parti. Chaque individu, chaque situation est unique. Même chose pour les dates et lieux. Oui, les indices de date-lieu. Paris 1940 n'est pas Paris 2024. Tout change. Mon opinion de 2010 n'est pas forcément celle de 2024. Et l'etc. C'est peut-être le plus simple et le plus puissant. C'est un rappel permanent. Attention, ma description, ma liste est incomplète. C'est la conscience d'abstraire en action. Il y a aussi les guillemets et le trait d'union. Oui, les guillemets pour signaler qu'on utilise un terme élémentaliste comme esprit ou matière, par convention, mais qu'on sait que ce sont des concepts qui séparent artificiellement. Le trait d'union, lui, sert à reconnecter. Parler de processus psychosomatiques, d'espace-temps. Et penser en degrés, en nuances. Oui, éviter le tout ou rien, le vrai-faux, le bon-mauvais. Évaluer sur une échelle, jusqu'à quel point, dans quelle mesure. Et au niveau des théories, des jugements, parler en termes de probabilité, pas de certitude absolue. Ça demande une discipline mentale. Et pour finir avec les outils, il parle de multi-ordinalité. Qu'est-ce que ça cache? C'est l'idée que beaucoup de mots importants, vrai, faux, fait, réalité, aimer, cause, unité, ordre, n'ont pas un seul sens fixe. Leur signification change selon le niveau d'abstraction et le contexte. Ils sont multi-ordinaux. Comme le mot loi, loi physique, loi juridique. Parfait exemple. Ou amour. L'amour d'un parent, l'amour romantique, l'amour de son travail. Ce n'est pas la même chose. Donc, les grandes questions comme « qu'est-ce que la vérité ?» sont mal posées si on cherche une réponse unique. La bonne question serait Que voulez-vous dire précisément par vérité dans ce contexte? Ça oblige à clarifier le niveau d'abstraction et ça révèle souvent les postulats silencieux, ces croyances cachées sur lesquelles on raisonne. Korzybski notait que même des raisonnements qui semblent fous sont souvent logiques, mais basés sur des postulats de départ erronés. Le document source faisait d'ailleurs un portrait robot assez frappant de celui qui applique ses principes, le sémanticien idéal, et celui qui ne le fait pas. Oui, ce contraste est parlant. Le sémanticien idéal, il est décrit comme ayant l'esprit ouvert mais prudent. Il pratique la réaction différée. Il cherche les faits,
pour autant que je sache. Il a conscience d'abstraire. Il utilise l'été, les indices. Il classe avec nuance. Il base ses jugements sur l'observation en étant conscient des influences. Il sait écouter, il pose des questions pour comprendre. Que voulez-vous dire? Voilà. À l'inverse, le non-sémanticien, plus courant peut-être, fonctionnerait sur des préjugés, interpréterait pour protéger son ego, utiliserait des idées reçues, des arguments d'autorité. Il écouterait peu, réagirait aux mots-clés sans réfléchir, jugerait vite, penserait en noir et blanc et tordrait les faits pour qu'il colle à ses opinions. Une caricature, bien sûr, mais... Mais qui pointe des travers qu'on peut tous reconnaître un peu, oui. Le but de la sémantique générale, ce n'est pas de devenir parfait, mais d'avoir des outils pour tendre vers le premier modèle et éviter les pièges du second. Le document mentionnait aussi brièvement d'autres fonctions de l'écriture. Oui, plus anecdotique. La fonction symbolique, représentée, le time binding, lier les générations par le savoir, très important pour Korzybski, et puis des choses plus intrigantes. Comme l'écriture comme acte magique chez Burroughs et Gysin, pour faire arriver les choses, ou le tiers-esprit de la collaboration. Exactement. Des pistes de réflexion qui élargissent encore le champ sur le pouvoir des symboles. Au final, ce qu'on retient de tout ça, c'est que la sémantique générale, c'est surtout une discipline pratique, une sorte d'hygiène mentale, non? C'est tout à fait ça. Une méthode pour être plus conscient de comment on construit notre réalité avec nos mots et nos pensées. La non-identification car territoire, la conscience d'abstraire, le non-élémentalisme, la réaction différée, l'orientation extensionnelle, la multiordinalité. Ce sont des outils concrets. Avec pour objectif de naviguer plus clairement, avec moins de heurts. Moins de confusion intérieure, mieux évaluer, mieux communiquer et mieux s'adapter. C'est l'idée. Mettre de l'ordre dans nos propres réactions sémantiques. Mieux comprendre notre propre machine à penser pour agir de façon plus ajustée, plus consciente. Et, espérer Korzybski, plus saine et plus humaine. Ce qui nous laisse avec une dernière question, peut-être. Si notre langage façonne si fort notre expérience, est-ce que l'usage conscient de ces outils pourrait vraiment reconfigurer notre vécu au-delà de mieux comprendre les autres? Est-ce qu'on peut déconstruire nos automatismes, nos réactions profondes, nos croyances les plus tenaces, juste en changeant notre façon d'utiliser les mots et d'évaluer ce qui nous arrive? Quelle serait la prochaine carte mentale personnelle qu'on aurait intérêt à regarder de plus près et peut-être à redessiner?